Voilà, merci. On va passer tout de suite la parole à Monsieur Iberson pour nous présenter le projet immédiat. On a trouvé très intéressant ce projet parce que pour nous, il résume un petit peu toute la problématique et il parle vraiment des différentes problématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Et tout de suite à la fin du projet, on passera à la table ronde où ça permettra à tout le monde de poser des questions. Tous les présentateurs, pratiquement tous, sont dans la salle et vous pourrez poser des questions soit sur ce projet-là, soit sur d'autres projets. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais parler d'un projet européen assez grand où on a parlé, on a travaillé dessus depuis 5 ans. Mais d'abord, avant de parler de ce projet, je vais présenter le groupe dans lequel je travaille. Je travaille dans le groupe de Vitalité, qui fait partie de l'Institut suisse de la bioinformatique. Et dans ce groupe, on a plusieurs personnes qui sont à la fois spécialistes dans les bases de données, les algorithmes et les méthodologies, mais aussi pas mal d'infrastructures. On collabore beaucoup avec les différents groupes de recherche à l'UNI, mais aussi en dehors de l'UNI. Et on a un lien étroit avec le groupe de Swissprot à Genève, qui sont les experts de curation de données et de knowledge management. Et puis en fait, pour l'infrastructure, on a plusieurs sites et puis on a plus que 6000 CPU et plus de 6 pétabytes de données distribuées dans la Suisse. Donc maintenant, je vais parler un peu de ce projet immédiat. Donc immédiat, c'est un projet européen qui comprend à peu près une vingtaine de collaborateurs ou de partenaires à la fois académiques, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique. C'est un projet sur le diabète type 2, qui est le type de diabète qui touche environ 5% de personnes au monde. Et puis, ce projet, l'argent pour faire ce projet vient à la fois des fonds publics, mais aussi privés. Donc, la chose qui est importante à dire, c'est que dans ce projet, tous les résultats sont à la fin partagés pour tout le monde, pour toute la communauté scientifique à la fin du projet. Et le projet s'est focalisé sur les cellules bêta du pancréas. Et ces cellules sont les cellules qui sont touchées dans le diabète type 2. Et puis c'est les cellules qui sécrètent l'insuline normalement pour réguler le taux de glucose dans le sang. Donc quels sont les enjeux pour la gestion de données sur ce genre de projet? Tout d'abord, il y a une grande diversité et quantité de données. Il y a multiples différentes technologies et les types de données. Et pour chaque type de données différente, il y a les différents standards. Deuxièmement, l'environnement se change tout le temps. Il y a les nouvelles technologies, il y a de plus en plus de données à gérer. Et avec tous les nouveaux types de données, on a des nouveaux outils d'analyse et les méthodologies. Troisièmement, il y a souvent un écart de compréhension entre les biologistes, ceux qui produisent les données, et ceux qui analysent les données, donc nous, les bioinformaticiens. Et puis, en fait, on a besoin de nouveaux outils et de visualisations pour pouvoir aider les biologistes à comprendre ces données. Donc, dans Immédiat, il y a 4 différents sous-projets. On a une partie du projet qui est basée sur les modèles in vitro, les cellules bêta humaines. On a des parties qui sont les modèles animaux, les souris qu'on utilise comme modèle pour le diabète. Il y a aussi une partie humaine où on a les tissus qui viennent du pancréas des personnes qui ont de diabète type 2 ou pas. On a aussi les images qui viennent des personnes atteintes de ces maladies aussi. Donc, il y a les différents types de données. Je ne vais pas montrer en détail, mais en fait, il y a les données cliniques, phénotypiques, il y a beaucoup de données d'omics. Et notre rôle dans le projet, c'était de pouvoir intégrer toutes ces données afin de faire l'analyse network et puis de générer les hypothèses à partir de ces données. Donc, la première chose qu'on a vu au début de ce projet, c'était qu'on avait plusieurs centres où les données étaient produites. Et puis la première chose qu'on a fait,
c'était de mettre en place un serveur central où tous les différents partenaires à travers l'Europe ils téléchargeaient les données vers ce serveur central. C'était la première chose qui était très importante à faire parce que dès le début du projet, on a capté les données. Mais ceci faisait seulement une petite partie de notre plan de gestion de données. Et je vais maintenant juste vous expliquer un peu plus en détail le plan qu'on a utilisé. D'abord, on avait les protocoles laboratoires et les variables expérimentales qu'il fallait harmoniser. Sans harmoniser les données et les protocoles ou les variables expérimentales, on ne peut pas faire grand-chose avec les données plus tard. Après, chaque centre, on a travaillé ensemble avec chaque centre pour mettre en place les modèles qui permettaient de chaque centre de télécharger des données, leurs données vers le serveur central. Et puis ensuite, nous, on avait pris ces données, on avait fait les créations de ces données et on avait nettoyé les données et on les a mis dans une base de données spécifique pour ce projet. Quand on avait tous les données dans les bases de données, on a également commencé à développer les outils d'analyse pour les biologistes. Ceci était très, très important parce que pour que les biologistes dans le labo aient envie de partager les résultats, malgré le fait que c'était décrit dans le project plan, en fait, le fait de fournir les outils pour eux de regarder et analyser les données était vraiment important pour qu'ils puissent voir l'intérêt d'intégrer les données et de nous fournir les données. On a aussi également, en parallèle, transformé les données dans un format standardisé. Vous avez entendu le mot RDF plusieurs fois aujourd'hui, et puis je vais vous en parler un peu plus dans quelques slides si j'ai le temps. Mais en fait, chacune de ces étapes était très important. La harmonisation, c'était très important pour l'analyse des données plus tard. Les modèles, des modèles pour faire le téléchargement étaient très importants pour pouvoir adapter aux scientifiques dans le labo. Le web server central était très important pour avoir un accès central aux données. Le développement des outils était essentiel afin de faciliter l'analyse, et puis la transformation des données était essentielle afin d'assurer la durabilité des données dans l'avenir. Juste pour dire, on appelle cette partie centrale de notre système de gestion le Vital IT Knowledge Management System, ou VCAM. Donc, deux exemples de ce genre d'outils qu'on peut utiliser. Ceci est un outil pour voir, par exemple, le niveau d'expression des différents gènes à travers plusieurs conditions. Et tout est interactif et puis on peut cliquer dessus et puis avoir du feedback de web page. Et ceci est un heatmap qui permet d'analyser les corrélations, par exemple, entre l'expression des gènes et des phénotypes, par exemple, comme la sécrétion d'insuline par le pancréas des souris, par exemple. Alors, on avait mis ensemble toutes ces données. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? Puis j'étais content de dernier talk, on avait un network. Donc, moi, j'ai un network ici qui représente, peut-être avec les différentes couleurs qu'on a vues avant. Mais en fait, ceci représente toutes les informations qui venaient de l'expérience souris immédiate. Et puis, la chose qui est intéressante avec ce genre de network, c'est que si on regarde plus en détail, on regarde la fonction des gènes dans ce network, on voit que, en fait, la position de certains endroits dans le network récapitule les événements ou les fonctions qui sont perturbées dans les souris qui sont atteintes de diabète. Donc, en voyant ce genre de network, on peut avoir une sorte de carte pour voir quelles sont les pistes possibles à suivre à l'avenir de la recherche. J'ai dit que je vais parler un peu de RDF. J'ai 1 minute pour le faire. On a fait cette transformation, mais en fait, qu'est-ce que c'est l'RDF? L'RDF, en fait, c'est un langage où on a pour chacune de ces relations, on a un sujet,
une relation et un objet. Ceci sont quelques exemples, mais on peut avoir aussi plein d'autres exemples. Mais la chose qui est importante, c'est que le sujet, la relation et l'objet, ils doivent utiliser le même vocabulaire. S'ils utilisent le même vocabulaire, on peut par exemple avoir plusieurs jeux de données dans ce format qui utilisent le même vocabulaire, et puis on peut les interroger ensemble comme si c'était une seule base de données. Donc, en utilisant ce genre de système, on peut réutiliser des données dans l'avenir, et puis j'espère que plus tard, dans des décennies même, on peut continuer à réutiliser ces données. Donc, j'ai mis quelques remarques pour conclure. Je pense que j'ai déjà dit tout ça, donc j'ai plus de temps. Donc, je vais passer à ma avant-dernière slide, qui est les gens qui étaient impliqués dans les médias. Et puis, je ne vais pas mentionner tout le monde, mais je vais vous dire que dans ce projet, il y avait une quinzaine de collaborateurs avec les compétences différentes. Et puis, il fallait tous ces 15 personnes, au moins, pour faire le travail qui était nécessaire. Et dans les dernières secondes, je vais juste vous laisser avec une image. Et puis, cette image, c'est en fait mon projet de postdoc quand j'étais à l'Uni, il y a longtemps. Et en fait, le point de vous montrer ça, c'est qu'en recherche, souvent, on doit se focaliser sur un certain aspect ou un certain projet. Mais en fait, si on intègre bien les données et si on structure bien les données, on peut voir the big picture. Et puis peut-être, on peut placer notre recherche dans un plus grand espace et puis essayer de comprendre un peu mieux la relevance de notre projet parmi tout le reste. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je vais inviter maintenant certains présentateurs intervenants à passer à la table ronde qui est en fait rectangle. Cécile Lebrun, est-ce que je peux te laisser venir également Hamid pour des questions techniques, informatiques. Et puis Alexandra et Monsieur Ducommun, si vous pouvez aussi vous joindre à eux. Les autres intervenants sont là, donc on pourra aussi les questionner et les faire réagir et les faire intervenir au besoin en fonction des questions. Alors, est-ce qu'il y a une question particulière dans la salle? Est-ce que quelqu'un ose se lancer? Un micro. Personne se lance. Non, peut-être pour lancer le débat, par rapport à la dernière présentation sur Vitalité qui disait qu'il faut 15 personnes pour gérer le projet, ça pose une question d'échelle. Et je voulais juste vous demander peut-être comment vous voyez cette question d'échelle entre des projets où on est tout heureux de pouvoir avoir un ingénieur de recherche qui soit capable de maintenir les données dans la durée, parce qu'évidemment des données juste déposées meurent, versus des projets qui effectivement sont sur une autre échelle, mais peut-être n'ont quand même des dimensions semblables. Je ne sais pas qui veut se lancer là, entre ce qui paraît comme un luxe du côté des données médicales et autres, où on peut avoir des grosses équipes, il y a des supports forts, versus des domaines de sciences qui apparaissent un peu plus comme pauvres à certains moments. Et je me demande si vraiment la différence est si grande que ça, si en fait on n'est pas en train de travailler sur les mêmes choses. Donc, je pense que la question est très pertinente. Et moi, je serais plutôt d'avis que, en fait, dans plus en plus de domaines scientifiques, dans différentes facultés, on voit qu'on fait des data science. Et puis, en fait, les principes de base de traitement d'informations, en fait, la science de base
qui est mise en place, qui permet de faire tout ça, en fait, elle est la même un peu partout. Donc en fait, ces spécialités, petit à petit, elles vont se développer, je pense, dans tous les domaines de recherche où on fait des data science et où on aura effectivement besoin de plus en plus de compétences parce que simplement personne n'a toutes les compétences qu'il faut, par exemple, pour ce projet. Mais par exemple, j'imagine le projet, par exemple, dessin de Dieu. C'est un projet, on a besoin de compétences en gestion de bases de données, en codage, en interprétation, en psychologie, en traitement d'images. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va appeler à se développer. Et puis surtout maintenant, on a aussi tout un développement qui est en train de se faire du côté de l'intelligence artificielle et puis de la compréhension de mots et de descripteurs communs par des machines. Et de plus en plus, on a des machines qui vont lire ces bases de données. Donc si elles sont bien décrites, bien référencées, et ça c'est encore tout un corpus de connaissances qu'il va falloir rajouter dessus pour pouvoir simplement naviguer ces pétas et pétas de données de manière efficiente. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui va en fait aller de plus en plus vers une complexification et on aura besoin d'équipes multidisciplinaires pour traiter ce genre de choses. Qui veut rebondir, compléter, que ce soit à la table ou dans le public? Disons qu'au niveau de l'UNIL, moi, la manière aussi dont je perçois les choses, c'est vrai qu'il peut y avoir des services, par exemple, parler du Data Management Plan un peu plus généraliste, comme Uniris, qui pourrait faire une sorte de Data Management Plan un peu pour toute l'Université de Lausanne, et puis peut-être en collaboration avec les facultés, disons qu'on pourrait spécifier chacun de ces Data Management Plans pour chacune des facultés. Donc je pense qu'il peut y avoir un travail qui est fait en collaboration. Il n'en reste pas moins qu'il y aura probablement besoin d'un certain effectif. Si on prend le cas de l'EPFL, je crois que c'est une entité centralisée avec 7 personnes, je crois à peu près. Donc voilà, c'est clair qu'il reste que chaque personne est spécialisée et probablement qu'il y a un travail de collaboration qui doit s'effectuer entre les différents services. On effectue aussi en collaboration avec l'IEMSP, aussi un travail sur le type de data management plan qu'on pourrait générer au niveau du CHUV, qui sera probablement très différent de celui qu'on verra au niveau de l'UNIL. Donc là, je prenais un exemple précis, mais si on se pose au niveau des différentes étapes de la gestion des données, on peut imaginer qu'il y aura besoin de moyens, mais aussi un énorme besoin de collaboration entre les différents services impliqués. Puis je pense que c'est un peu l'idée aussi de ce type de journée. Oui, alors tout à fait. Je pense que nous, notre objectif à Uniris, donc notre service de ressources informationnelles et archives, c'est vraiment de fournir de l'aide aux chercheurs. Alors on a ce site internet qui est en train d'être développé. Il n'est pas complètement terminé, mais on le remplit petit à petit, on le met à jour. Et c'est vraiment une porte d'entrée pour pouvoir trouver des réponses, pour pouvoir trouver notamment le Data Management Plan dont tu fais état. On a un modèle pour l'université. Et l'idée, c'est d'en faire des sous-modèles pour les facultés et pour les différents domaines de recherche, pour aider au mieux le chercheur, pour l'aider à poser les bonnes questions, puis aussi pour lui dire où est-ce qu'il va trouver les réponses. Et les réponses, il va les trouver chez nos partenaires, chez les personnes excusez-moi, avec qui on travaille, que ce soit des réponses juridiques avec le service juridique ou avec le pacte qui est présent aussi ici à l'université, que ce soit des réponses organisationnelles, des réponses techniques avec le centre informatique. Et comme on l'a dit, je pense que c'est véritablement une complémentarité de compétences qu'il faut réunir. Et notre objectif, c'est de mettre en place un réseau, une espèce de cellule à l'université pour pouvoir répondre à ces demandes. Bien sûr, il faut un appui de la direction et de l'institution. Alors on y travaille. On a besoin de ressources, on n'arrive pas à faire ça. Et tu as mentionné les PFL, c'est 2,8 ETP actuellement à l'EPFL. Pour l'instant, nous, on n'a pas la chance d'avoir ça. Mais petit à petit, je pense qu'on y arrivera. Et puis, ce qui est important, c'est de montrer que cette demande, elle ne vient pas forcément, elle ne vient pas de nous, en service de support Uniris, mais elle vient vraiment de la communauté et des chercheurs. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui ressort assez fortement à travers l'enquête que Carmen a menée notamment.
Est-ce qu'il y aurait une autre question particulière? Quelqu'un qui aimerait faire une remarque? Juste une remarque sur les questions juridiques que tout ça pose. Au final, dans ma présentation, ce qui ressort, c'est que ce qui est protégé, c'est du contenu avec une certaine originalité, individualité, mais les données de recherche en tant que telles ne sont pas nécessairement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Et ce domaine-là, finalement, c'est un peu une zone grise. Et je pense que dans le Data Management Plan dont vous parliez, il faudrait régler cette question-là de la propriété des données de recherche, savoir si elles sont détenues par l'université, si c'est de l'open data. Enfin, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener à ce niveau-là, parce qu'au final, la loi ne dit rien quant aux droits d'auteur ou aux données de recherche. Tout se fait de manière contractuelle. Et donc ça doit être réglé, sinon c'est un flou juridique qui peut finalement être assez problématique quand on souhaite mettre ces données ou ces résultats de recherche en open access, qui peuvent être problématiques quand on remet en édition à un éditeur ces résultats de recherche. Donc ça, je pense que c'est vraiment une réflexion que l'université doit mener dans son ensemble. Encore juste faire une petite précision par rapport au Data Management Plan. Ce qu'on remarque dans les sciences sociales, c'est qu'il y a beaucoup de différences. Déjà, rien que dans une discipline, il y a des besoins complètement différents. Donc certains qui sont plus dans du quali, dans du quanti, qui travaillent individuellement ou en équipe, et ça soulève pas mal d'autres questions. Donc c'est vrai que aussi réfléchir à développer un data management plan qui s'applique, ou de pouvoir guider quelqu'un à travers ce data management plan. Donc nous, on fait toute cette réflexion, mais même dans une discipline, c'est déjà pas si simple. Puis après, il y a aussi cette autre réflexion que nous, on se fait, que j'ai commencé à étudier un petit peu des data management plans au niveau européen de différentes institutions. Alors, il y a ce qu'on met pour obtenir un financement, où on doit montrer qu'on a déjà réfléchi à des bonnes pratiques, mais c'est vrai que ça devient aussi vite des formalités administratives qu'on fait parce qu'on doit le faire et qu'on ne prend pas forcément au sérieux. Donc là aussi, il y a une réflexion à faire avec ces data management plans pour les rendre vraiment utiles pour les chercheurs et qui voient ça comme un outil pour les aider à vraiment appliquer des bonnes pratiques et pas comme une formalité administrative. Donc c'est vrai que l'idée, elle est très bonne, des data management plans, et puis d'en faire un qui peut s'articuler pour les différentes disciplines, mais ça soulève pas mal d'enjeux aussi de réfléchir à faire un bon data management plan qui est utile. Donc, voilà. Moi, j'avais une question par rapport ce qu'on appelle le repository. C'est-à-dire qu'un des partenaires étrangers pouvait collecter des données et pouvait obtenir un soutien dans son pays à condition que la base de données que nous hébergeons et sur laquelle il pouvait déposer ces données puisse garantir un certain standard de pérennité des données, pérennité d'accès des données. Et ma question, c'est comment est-ce que à l'intérieur de l'université de Lausanne, on pourrait fournir, je ne sais pas, une garantie que ce standard est respecté, ou comment est-ce qu'il faut s'y prendre, enfin, pour que on puisse donner à des partenaires, au fond, l'assurance qu'on n'est pas un petit bricoleur dans un coin qui met des choses sur un ordinateur portable pendant 3 mois. Alors, au niveau juridique, on a évoqué avec les archives cantonales les questions des standards ISO. Donc, pour la gestion et le stockage de données, il y a ces standards ISO 27001. Et aujourd'hui, par exemple, pour les data centers au niveau suisse, les data centers sont en train de s'organiser pour mettre en place un standard justement qui garantisse, par le biais d'un label qui s'appelle VigiSuisse, un label qui garantisse la sécurité des données et le fait qu'elles soient stockées en Suisse conformément à la protection des données applicable en Suisse. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui au niveau des data centers externes à l'université, mais ça pourrait très bien être fait aussi par la position d'un label de ce type au sein de l'université, avec certaines
conditions de respect justement d'infrastructures, de protection des données et de stockage sécurisé avec cryptage ou non cryptage. Enfin, c'est possible de réfléchir dans ce sens-là pour mettre en place un label de ce type. Et puis, simplement d'un point de vue technique, sur une période de 10 ans, c'est essentiellement une question... bon, les technologies existent, j'entends sur 10 ans, c'est pas une longue période. Ça va être essentiellement une question de financement. Donc, ce serait bien que ce soit au début dans le Data Management Plan et d'y réfléchir. Parce qu'en fait, donc dans le cadre du projet DLCM, donc la QSP2, certains groupes sont en train de travailler sur les coûts de l'archivage et des dépôts de données pour les données scientifiques, et ça ne va pas être bon marché. Donc, il faudra demander de l'argent pour le faire, mais c'est à partir de 2017, le Fonds national va probablement entrer en matière. Donc ça devra être dans le Data Management Plan, et si c'est une exigence du projet, ce sera probablement financé. Et juste dans le financement actuellement, par exemple, le Fonds national finance déjà, donc dans les projets actuels, il finance déjà, par exemple, l'usage de ressources genre de cloud computing ou storage, cloud storage, mais effectivement pas le dépôt à long terme pour le moment, mais il y a une réflexion au Fonds national. Je pense qu'on aura plus d'informations. Il y a vraiment très peu d'informations à ce sujet actuellement, mais c'est probablement quelque chose qui va venir. Si je puis me permettre de changer de casquette et d'ajouter un élément, c'est aussi la tâche des archives de données dans certains domaines, c'est aussi la tâche de force qui est mandatée par la Confédération et mandatée par le Fonds national qui oblige l'archivage de certains jeux de données, d'en assurer du coup la pérennité. Et il y a des dispositifs en cascade. Si une archive disparaît dans un pays, le réseau des archives internationales de données est censé aussi être en situation de reprendre et d'assurer la pérennité si un des membres fait défaut d'une manière ou d'une autre. Donc il y a une série de dispositifs qui sont en place par rapport à ça, qui peuvent être explorés. Mais il y a une fonction d'archivage aussi qui est prévue dans ce type de domaine par les communautés scientifiques, et je ne parle pas du réseau des archives stricto sensu, sur lequel vous en savez sans doute bien davantage. Oui. Merci. Sylvie Colli des Relations internationales. Je me posais la question s'il existe une base de données qui pourrait permettre de faire des synergies justement entre différents domaines. Alors, dans notre domaine, il y a des agrégateurs qui permettent de rechercher les repositories, et puis quelquefois par mots-clés, on peut trouver des sets de données, mais c'est clairement quelque chose qui manque, qui devrait être développé. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a déposé au FNS un projet Big Data, où l'idée c'était de faire justement un moteur de recherche qui permettrait d'aller chercher les données dans les différents repositories, en tous les cas en biologie médicale, sans aller... ça ne veut pas dire qu'on stockerait ici les sets de données parce que c'est impossible. On les récupérerait, d'une certaine manière, on pourrait améliorer la description et les annotations avec des métadonnées, mais ensuite l'idée c'est de laisser les sets de données dans les divers dépôts. Mais actuellement, en tous les cas, dans mon domaine, je sais que c'est un outil qui manque. Alors je ne sais pas. Dans le domaine des sciences sociales, il y a aussi un regroupement des différentes archives. Et dont le but, c'est aussi justement de pouvoir faciliter l'accès à des jeux de données au niveau, donc, dans ce cas-là, européen, faciliter l'identification et l'accès. Donc, en tout cas, ça se fait, ça se développe aussi un petit peu en dehors de l'Europe. Il y a aussi un regroupement qui est en place au niveau mondial, mais c'est en train de se développer. Mais disons, c'est en tout cas l'intention. Puis on a déjà accès à un bon nombre de données à l'international.
Peut-être juste pour compléter l'histoire de la base de données, il n'y a pas véritablement encore de base de données, des bases de données. Alors il y en a peut-être dans certains domaines, mais il y a en tout cas des revues spécialisées qui sont des articles, qui contiennent des articles qui parlent ou qui présentent des jeux de données et qui permet justement de retrouver différents jeux de données et puis de savoir quelles en sont les limites et quelles sont l'utilisation possible. Donc il y a des revues qui sont uniquement consacrées à contenir des articles sur des sets de données. Moi, je ne vais pas répondre directement à la question, mais je veux juste dire que la Suisse ne fait pas office de bon élève en matière de droit sur les bases de données. Au sein de l'Union européenne, il y a une directive pour donner des droits sur les bases de données en tant que telles, qui sont des droits qu'on appelle sui generis, qui ne sont pas des droits d'auteur, mais des droits indépendants du droit d'auteur. En Suisse, on n'a pas de droit sur les bases de données en tant que telles. On a des droits sur les registres, qu'on considère des registres d'œuvres protégées, mais pas sur les bases de données. Donc ça, c'est quelque chose finalement que la Suisse devrait aussi, dont la Suisse devrait aussi se doter. Ce serait un droit sur les bases de données. Puis après, un droit sur les bases de données, deux bases de données, ça c'est encore une autre question juridique. Voilà. Peut-être juste un petit complément. Nous, on travaille à notre échelle, mais avec Rechalp, on a essayé de recenser toutes les bases de données qui touchent aux Alpes vaudoises. Donc, pour l'instant, c'est surtout sciences naturelles. On est en train maintenant justement de se regarder pour les sciences humaines. Mais après, forcément, si vous êtes intéressé à une plus grande échelle que les Alpes vaudoises, c'est vite un peu compliqué. Mais on a essayé de recenser en métadonnées, d'indiquer toutes les bases de données où on pourrait trouver des informations sur quelque chose qui a lieu dans les Alpes vaudoises. Et peut-être juste aussi pour commenter par rapport à ce qui a été dit avant, et là je crois qu'il y a des changements disciplinaires, des différences en disciplines qui sont intéressants à discuter, parce qu'effectivement en biologie, la description de telle ou telle donnée sera la même que l'on considère un Américain, un Suisse, un Russe ou un Chinois. Dans un cas de jeu de données de sciences sociales ou de sciences humaines, on prend un jeu de données d'enquête par exemple, il peut être sur le même sujet, sur je ne sais pas, les ouvriers grévistes il y a 20 ans. Si c'est un jeu de données suédois, je dois savoir le suédois pour y accéder, ou à tout le moins avoir une traduction suffisamment fiable pour pouvoir en faire quelque chose. En outre, le contexte social dans lequel telle ou telle étude s'est faite est précisément un des éléments essentiels à prendre en compte, et toutes ces données contextuelles sont les plus difficiles à documenter de manière standardisée. Donc on se retrouve, dès lors que dans la discipline elle-même, il y a une prise en compte du contexte, une difficulté à standardiser l'information sur ce contexte qui rend la comparaison beaucoup plus difficile. Et là, je pense qu'on a des différences très très grandes suivant les disciplines qui posent une série de questions, comment ce type de travail peut s'internationaliser et quels sont les types de ressources à mettre en œuvre dans la documentation pour permettre ces utilisations croisées suivant les cas. Je crois que vous avez dit quelque chose de très important. On cherche des convergences dans ce qui s'est dit aujourd'hui. Je pense que toutes les bases de données reposent sur une gestion d'informations. Et ça, il y a une base commune. Et c'est une base de plus en plus normative et universelle. Le domaine de l'archivage est une composante, mais elle s'appuie maintenant sur des normes. Et au-delà de ne pas parler la même langue, on parle selon les mêmes principes. Donc là, il y a vraiment une harmonisation des politiques. Après, effectivement, il y a des usages, des traditions. Mais la donnée de base, quand on parle des exigences au niveau de son authenticité, de son intégrité, de son intégralité, de son exploitabilité, ce sont des modèles fonctionnels qui sont des modèles reconnus dans la gestion de l'information, mais qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle discipline. Simplement, il faut les intégrer. Autre élément, moi je viens toujours à cette question de la temporalité. Là, c'est vrai que quand on entend ce que fait Force, on a l'impression qu'on est dans une informatique de l'accumulation et indéfiniment pour accumuler. Il y a un moment où il y aura saturation, il y aura un moment où ces données ne pourront pas être gérées, il y aura des coûts, il y aura des... Donc, il y a une notion dont on n'a pas parlé, mais le domaine de l'archivage, c'est un domaine de l'évaluation. Et nous ne sommes jamais partis avec l'idée que tout devait être conservé. Et ça doit faire partie de l'ADN de la gestion de données de recherche, c'est-à-dire qu'on donne un statut dès le départ, on met un cadre juridique, on met un cadre de diffusion, on met un cadre de collecte, ce que vous voulez, mais peut-être on met un terminus à cette donnée. C'est-à-dire la recherche, une fois terminée, c'est peut-être une donnée amenée à
périssable ou qu'il faudra éliminer selon les contingences, mais elle n'est pas éternelle. Si on veut parler de pérennité, là, il faut revoir. Alors là, il y a vraiment une redistribution des rôles. Et je reviens sur cette question de sémantique. On ne peut pas donner, et c'est des structures spécialisées, à un institut une mission pérenne. Ce ne sera qu'un archivage intermédiaire. Il y aura un moment où les données, il faudra les transférer ailleurs parce que la pérennité, elle est basée sur la maintenance de données. Il faut régénérer ces données, il faut suivre des calendriers, il faut tenir compte des environnements. Et qui va payer ça? Ça, c'est des coûts pérennes. Et c'est ce que nos collectivités ne veulent pas trop entendre, parce que maintenir une donnée sur la durée, ça veut dire suivre la technologie, mais il faut la documenter. Et ça doit faire partie du cahier des charges dès le départ. Donc, à mon avis, il y a surtout la méthodologie, les modèles fonctionnels existent, c'est l'intégration de métiers parallèles, la gestion de l'information. Est-ce qu'il faudrait un archiviste, un gestionnaire d'information, en plus de juristes? Mais très souvent, on dit qu'il faut tuer le juriste, un juriste par jour, un archiviste par jour, ils sont moins nombreux. Mais comment composer avec des fonctions parallèles qui apportent des regards? Mais ceux qui lancent ces applications doivent aussi définir dans le cahier des charges peut-être un terme à l'exploitation de ces données. Et la question de l'archivage historique naîtra qu'une fois qu'on aura statué sur l'usage de cette donnée, il n'y a pas nécessairement un avenir. Mais si on veut donner un avenir aux données, il faut le penser dès le départ, parce que sinon on sera dans un monde d'incompatibilité et de récupération impossible parce que les coûts seront prohibitifs. On ne peut pas reconstruire a posteriori les données. Certaines sont perdues définitivement ou elles coûteront trop cher. Il faut plutôt penser maintenant selon une nouvelle charte et construire avec une mutualisation des compétences. Et c'est ce que voulait Gérard Bagnoud en faisant de cette journée un échange entre professionnels. C'est la complémentarité des compétences. Elles ne s'excluent pas, mais elles introduisent un regard. Et l'évaluation fait partie d'une donnée essentielle de la gestion. Il faut considérer qu'il y a des données de recherche qui méritent d'être perdues. Mais il y en a d'autres qu'il faut absolument préserver. Mais ce statut doit être défini dès le départ et justifiera les coûts à engager. Peut-être qu'on peut poser la question aux différents chercheurs qui nous ont présenté leur projet. S'ils avaient pensé au début de leur projet, est-ce qu'ils allaient détruire une partie de leurs données à la fin? Oui, non, sur cette question-là. Je ne sais pas, M. Brandt, par exemple. Moi, je récolte des données comme l'ethnologue est allé récolter des plumes ou des coiffes. Donc, je veux trouver un endroit où je peux les mettre en accès de manière durable pour qu'on ne recommence pas toujours le travail, puis qu'aussi dans 50 ans, on puisse comparer les dessins dans 50 ans avec ceux de maintenant. Maintenant, il faut que je trouve quelqu'un qui a bien envie de construire le musée pour les mettre dedans. Alors on dit que ça a des coûts, de la maintenance ça a des coûts, mais tous les musées ont des coûts. Ça veut dire que quand vous devez refaire les murs, entretenir le chauffage, avoir un concierge, etc., ça coûte aussi quelque chose. Donc il faut réussir à convaincre les gens que ce type de données est intéressant à conserver. Je crois qu'on m'a demandé de conclure, ou peut-être je passe juste la parole, et puis on peut tranquillement aller vers la conclusion ensuite. Merci. Je vais juste dire pour le projet immédiat, dans l'accord de consortium immédiat, il y a une clause qui dit qu'à la fin du projet, si les données ne sont pas publiées, les données sont retournées vers les personnes qui ont produit ces données, et puis effectivement c'est perdu pour la communauté scientifique. Donc c'était vraiment pas quelque chose qu'on a trouvé pas génial, et puis c'est donc pour ça qu'on a mis beaucoup d'efforts ensemble, tout le consortium, afin de trouver une solution pour sauvegarder les données et puis de les stocker de façon plus long terme. Bien. On m'a dit que Philippe Morayon ne serait pas là pour conclure et on m'a demandé de conclure. Donc je vais essayer de conclure. Et je vais essayer surtout pour ça de faire deux choses. D'une part, de revenir sur l'élément de discussion qu'on a lancé maintenant. Parce que je crois que la question de quelles données doivent être conservées et sous quelles conditions est complètement essentielle. Et là, il y a des modèles qui sont différents, effectivement. On a beaucoup parlé
de la donnée qui doit être conservée pour simplement montrer que l'analyse est faite proprement et que les données sont reproductibles. Et là-dessus, on est probablement sur une temporalité relativement courte. D'un autre côté, on a eu l'exemple de la collection de la harpe, qui n'était absolument pas prévue pour ça et qui a eu 100 ans plus tard une superbe nouvelle vie dans autre chose. Et je crois que c'est effectivement là un des paradoxes tout à fait intéressants de la gestion, c'est qu'à la fois on n'a aucune idée de l'usage futur qui peut en être fait, et en même temps on doit trier effectivement, parce que si on ne trie pas, on ne conserve plus rien. Ne rien trier veut dire qu'on croule sous l'accumulation de données, et probablement on est incapable de les documenter, et donc probablement les données vont disparaître. Donc il y a une ambiguïté qui est extraordinaire, c'est qu'il faut... Certaines données doivent être conservées parce qu'elles seront utiles, mais qu'on ne sait pas a priori quelles sont les données qui seront utiles. C'est le premier point que je trouve intéressant comme paradoxe, un paradoxe bien connu, mais néanmoins. Deuxième élément qui va par rapport à ça, ça renvoie à la notion d'infrastructure. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut garder des données, d'une manière générale, les faire vivre et y travailler, il faut qu'il y ait un lieu ou des gens ou des connaissances qui en permettent le réusage. Et que s'il n'y a pas constamment un investissement qui est fait par rapport à cette dimension-là, effectivement, ça ne sert à rien. Et ça renvoie effectivement à la question que vous posiez, ou vous mentionnez, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique d'assurer un archivage pérenne et une pérennité des données, et que ça implique un financement, en tout cas pour les données que l'on estime prioritaires à conserver, et que si l'on n'a pas cet engagement politique, effectivement, on se retrouve dans une situation totalement paradoxale. A fortiori que tous les chercheurs pensent évidemment que leurs données sont les plus importantes du monde, par définition, et ils ont de toute façon raison de leur point de vue. Donc l'arbitrage est encore plus difficile entre ces deux éléments. Et je pense, encore une fois, là, je n'ai pas du tout la réponse, mais je pense que c'est important de garder cette dualité et l'idée qu'on a besoin d'infrastructures dans un sens qui permettent de faire vivre les données. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est que j'ai adoré cette journée, parce qu'on a vu justement que toutes les différentes disciplines avaient quelque chose à apporter dans cette histoire. L'aspect juridique qui est nécessaire non seulement sur les questions de droit d'auteur, mais aussi on a vu la négociation qu'il y avait avec l'Office fédéral de la statistique et l'Office des migrations dans l'exemple des économistes. On a vu la difficulté de négocier pour les données médicales. C'est absolument essentiel de se retrouver dans une phase légale où les politiques ne soient pas effrayés que n'importe quoi comme données puisse sortir n'importe comment, pour le dire comment. Comment traiter correctement la protection des données, c'est tout à la fois une limitation par rapport à ce qu'on peut en faire et en même temps une condition pour pouvoir les utiliser correctement. Et là aussi, on a des trade-offs qui sont tout à fait intéressants où, à mon avis, on ne peut les résoudre qu'en interdisciplinaire, entre d'une part une intégration forte sur ce que les chercheurs veulent et peuvent faire, et d'autre part des contraintes institutionnelles qui impliquent de discuter comment institutionnellement on peut faire vivre les choses d'une manière ou d'une autre. Au niveau du travail sur les données, on a vu aussi l'importance de la pérennité du côté informatique aussi, où effectivement, ce n'est pas parce qu'elles sont numérisées que les données sont pérennes et que ça pose toute une série de problèmes. Il y a pose aussi des séries de problèmes que je trouve intéressants, aussi en termes de territorialité. C'est que d'une part, on n'a pas envie que les données partent aux États-Unis pour des raisons politiques. Et en même temps, peut-être que la copie de données d'archives aux 5 coins du globe, si j'ose m'exprimer ainsi, est peut-être la meilleure manière d'en assurer la pérennité. Je sais que certaines archives ont des accords entre elles en étant à 5000 km de distance pour avoir des copies permanentes pour que si une bombe atomique tombe à un endroit, l'autre centre puisse continuer à exister. Et donc ça pose aussi une question de géographie tout à fait intéressante. Encore une fois, on n'a pas la réponse. Et ce n'est pas mon domaine de spécialisation, je ne vais pas aller trop loin par rapport à ça, mais je pense qu'il y a des idées importantes entre des bases de données locales versus leur intégration dans des systèmes qui se situent aussi à d'autres échelles. Le dernier élément que j'aimerais lancer peut-être, et là je me lance tout à fait à titre personnel et pas du tout, c'est, je me demandais jusqu'où, dans la poursuite, je pense d'une part que la journée d'aujourd'hui a été très utile. Et je me demandais aussi si ça ne serait pas utile de continuer la discussion, peut-être aussi par rapport à des outils. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'outils en commun entre des disciplines complètement différentes. Par exemple, comment peut être utilisé, c'est un exemple complètement farfelu, mais on en a un tout petit peu discuté durant la pause café, comment par exemple un outil d'annotation d'images trouve-t-il sa place dans des différentes disciplines? Et il peut aussi bien être utilisé dans un monde médical, suivant les images que l'on traite, dans un monde de dessin, dans un monde de diffusion, dans un monde de retour d'expérience que l'on a, etc. Et si une des manières
de pratiquer cette interdisciplinarité que l'on a autour des données. Et je trouve que pour aujourd'hui, c'était une belle démonstration d'interdisciplinarité autour de cette question des données. C'est une des manières de faire, ne serait pas aussi de continuer parfois la discussion autour des outils que l'on peut construire ou imaginer ou rêver pour travailler ensemble entre les personnes qui, d'une part, ont la charge de gérer et de soigner ces données et les gens qui ont la charge de les produire et ou de les exploiter et ou de les mettre en valeur. Et c'est une piste à discuter, c'est juste une piste que je lance comme ça. Mais autrement, je voulais, de mon côté, juste vous remercier tous pour les contributions et pour la discussion, parce que je pense que là, il y a un magnifique chantier qui nous attend. Merci. Cette journée un petit peu marathon touche à sa fin. C'est la première. On espère qu'on en aura d'autres. En tout cas, on va faire pression aussi un petit peu au niveau de notre direction pour nous soutenir comme elle nous a soutenus d'ailleurs jusqu'à maintenant dans cette voie. On voit qu'il y a des besoins, on voit qu'il y a des réponses qu'on peut amener et surtout qu'il y a des compétences ici en interne et qu'il y a nécessité d'offrir un lieu pour dialoguer et pour partager. Pour finir en beauté, on a un apéritif qui vous attend dehors. J'aimerais juste peut-être remercier chacune et chacun d'entre vous pour être resté si tard, d'avoir lutté jusqu'au bout et puis aussi d'être venu aujourd'hui jusqu'ici pour ceux qui sont venus d'un peu plus loin. Je remercie aussi Dominique Joie d'avoir participé aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Puis bien sûr aussi Carmen, Sacha, avec aussi Julie et Madeleine qui nous ont aidés dans l'organisation, et puis l'équipe à Monsieur Meyer pour la réalisation. Vous trouverez toutes les diapositives et les présentations ainsi que des petits films sur notre site internet à partir de début avril, donc la semaine du 4 avril. Merci, bonne soirée, bonne rentrée chez vous et je vous attends pour l'apéro.